Tu vis à Bali ou tu aimerais t'y installer, mais tu ne sais pas où déclarer tes revenus. En France, à Bali ou bien les deux? C'est la question que tous les expats se posent et crois-moi, une erreur peut te coûter des milliers d'euros. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les règles fiscales de base, les erreurs que font la plupart des expats, les risques si tu ne fais pas les choses correctement et surtout le document qui te protège vraiment. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer l'erreur que font la plupart des expatriés qui peuvent leur faire perdre des milliers d'euros. Alors, on commence par les règles fiscales. Donc, la règle des 183 jours. En fiscalité, ce qu'il faut savoir, c'est pas toi qui choisis, c'est la loi. En France, tu es résident fiscal si au moins un de ces critères est vrai. Donc, le premier, c'est si ton foyer est en France, par exemple ton logement principal. Si ton activité principale est toujours en France. Par exemple, il y a des personnes dans mon accompagnement qui sont en CDI dans une entreprise française et qui s'expatrient à Bali. Bien entendu, vu que tu es payé par une boîte française, tu payes tes impôts en France. Tu ne peux pas faire une optimisation sur un salaire d'une entreprise française. Le troisième, c'est si ton centre d'intérêt économique est en France, par exemple des revenus, les investissements ou le patrimoine. Je mets les investissements parce que ça peut arriver. Je le dis aussi aux personnes qui sont dans mon accompagnement. Si par exemple tu as une résidence secondaire que tu loues, effectivement tu vas payer des impôts en France sur cette résidence secondaire. Par exemple, moi je paye la taxe foncière de l'appartement que j'ai mis en location tous les ans. Tu ne peux pas optimiser ça, c'est normal, c'est un bien qui est en France. Ou si tu passes plus de 183 jours en France. En Indonésie, c'est beaucoup plus simple. Tu passes résident fiscal du moment où tu passes plus de 183 jours par an sur le territoire indonésien. Et à ce moment-là, tu dois déclarer ton revenu mondial. L'Indonésie, c'est pas comme la Thaïlande ou la Malaisie où ce sont des taxes territoriales. En Indonésie, tes revenus mondiaux sont taxés. Et c'est important que je t'explique ça. Je vais y venir un peu plus en détail juste après. L'avantage, c'est que depuis 1979, tu as une convention fiscale qui a été signée entre la France et l'Indonésie. Cette convention fiscale, elle t'évite les doubles impositions. Alors, elle t'évite la double imposition si et seulement si tu as fait les choses en règle. En gros, la convention fiscale, pour trancher où est ta résidence fiscale, elle va regarder cet ordre. Déjà, ton logement permanent. Donc, est-ce que ton logement permanent est en France ou en Indonésie? Si c'est en Indonésie, donc à Bali, tu es résident fiscal indonésien. S'ils n'arrivent pas à trouver, ils vont regarder tes intérêts vitaux. Ensuite, ils vont regarder ton séjour habituel et enfin, en dernier, ils vont regarder la nationalité. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de s'arrêter sur la nationalité. C'est que je rencontre des personnes qui disent écoute, je passe moins de 183 jours en France, moins de 183 jours à Bali, moins de 183 jours dans un autre pays, donc je n'ai pas à payer d'impôts. Ça, c'est faux. Une résidence fiscale, c'est comme une nationalité. Tu es obligé d'en avoir une. Donc, si tu n'es pas résident fiscal dans un autre pays, tu dois payer tes impôts en France. Ensuite, les erreurs les plus fréquentes que je vois chez les expats. La première, c'est de ne rien déclarer. Typiquement, dans l'exemple que je viens de t'expliquer, des personnes qui pensent que vu qu'elles vivent 2-3 mois dans chaque endroit, ils n'ont pas de résidence fiscale et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de payer des impôts. Ça, c'est faux. La deuxième chose, c'est déclarer en France alors qu'on vit 11 mois par an à Bali. Ça dépend des cas de figure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es salarié d'une boîte française et que tu travailles 100% en télétravail depuis Bali, à ce moment-là, c'est différent. Mais si tu vis plus de 11 mois par an à Bali, tu es censé payer tes taxes en Indonésie. Ensuite, la troisième chose, c'est penser qu'une société offshore règle tout. Là, pareil, il y a beaucoup de personnes qui mélangent un peu tous les sujets. Par exemple, des personnes qui vont créer des sociétés aux États-Unis, des LLC. Et en fait, tu as une règle sur ces sociétés, sur ces LLC. Si tu es dans différents États, dans 3 États, si tu es non résident américain, tu ne payes pas d'impôts. Mais attention, c'est les impôts de ta société. Pour rappel, en Indonésie, tu es censé déclarer tes revenus mondiaux. Donc, même si tu es une LLC, tu es censé déclarer tes revenus en Indonésie et payer tes impôts sur les revenus de cette société. Et enfin, la troisième, c'est penser que des clients français est égal à des impôts en France. Ça, c'est pas tout le temps le cas. Ça dépend du type de structure que tu as. Je te donne un exemple. Si tu crées une société à Bali, une PT-PMA, et que tu as des clients en France, tu vas payer des impôts en Indonésie. Tu ne vas pas payer des impôts en France. Donc là, tout dépend des cas de figure. Ce qui est important à retenir, c'est que ces erreurs, elles passent parfois quelques années, mais elles finissent toujours par se payer très cher.
Et ça, je le mets en avant parce que je rencontre trop de personnes qui jouent avec les résidences fiscales, qui ne payent pas en France, qui ne payent pas en Indonésie. C'est la pire des choses. Un jour ou l'autre, tu te fais rattraper par la patrouille. Et en parlant de se faire rattraper par la patrouille, voilà ce que tu risques vraiment. Puisque ignorer la fiscalité, c'est une bombe à retardement. En France, ce que tu risques, c'est un redressement, une amende qui peut jusqu'à 80% et des blocages bancaires. En Indonésie, une amende aussi, une interdiction de territoire, donc tu vas avoir ton visa qui va être annulé et dans le pire des cas, la prison. Et ça, c'est important à savoir. En Indonésie, c'est pas la même chose qu'en France. Ils sont pas aussi flexibles. Ici, tu as une amende. Soit tu peux la payer. Donc, dans le meilleur des cas, tu as une amende. Soit tu peux la payer. Et puis voilà. Ensuite, ils vont t'exclure du territoire. Si tu veux pas la payer, c'est directement casse-prison. Ici, voilà, ils posent pas de questions. C'est vraiment quelque chose qui est très différent de la France. Donc, j'attire ton attention là-dessus. Ne joue pas avec l'administration et la fiscalité indonésienne. Les trois grandes options. Il n'y a pas de solution magique, il y a seulement des stratégies qui sont adaptées. Adaptées à ton profil, adaptées au projet que tu as et au business surtout que tu as. La première stratégie, c'est rester résident fiscal en France si tu as des attaches fortes. J'ai des personnes que j'accompagne qui ont envie de garder leur résidence fiscale en France pour X raisons, donc qui gardent leur logement principal là-bas. La deuxième option, c'est de devenir résident fiscal indonésien. Dans ce cas-là, il va falloir ton NPWP. Donc le NPWP, c'est ton tax ID, donc ton identifiant des taxes, des impôts. Et il va falloir que tu fasses une déclaration annuelle. Ça, c'est très simple. Tu vas engager un expert comptable. Moi, je paye environ 100 € par an, entre 100 ou 150 € par an. Et il me fait ma déclaration chaque année. Et enfin, la dernière, c'est de créer une société directement à Bali, donc une PTPMA, qui est une société à capitaux étrangers. Mais ça, bien entendu, c'est pas dans tous les cas. Il faut que ça soit cohérent avec ta vie réelle et surtout avec ton business. Donc, chaque solution a ses avantages et ses limites. Le plus important, c'est d'éviter les erreurs et de choisir une stratégie claire. Alors, je dis que chaque solution a ses avantages et ses limites. Si tu es entrepreneur, que tu viens à Bali, notamment pour optimiser tes impôts, tu l'as bien compris, il va falloir que tu bascules ta société en Indonésie. Et c'est justement une des briques de mon accompagnement, c'est que j'aide les personnes à optimiser leur fiscalité. Donc, si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. Pour que ça soit un peu plus parlant, je t'ai mis 2 cas pratiques. Donc ça, c'est 2 situations réelles rencontrées à Bali qui sont très classiques. Le premier, c'est tu as un business en ligne. Donc par exemple, un Français qui vit 11 mois par an à Bali, qui a ses clients en France. Pour la France, tu n'es plus résident fiscal si la bonne structure est créée. Attention, si tu n'as pas la bonne structure, la France peut encore te demander de rendre des comptes étant donné que tu as un centre économique là-bas. Pour l'Indonésie, vu que tu passes plus de 11 mois par an à Bali, tu bascules résident fiscal et donc là, à ce moment-là, tu dois déclarer ton revenu mondial, même si tu as une société offshore. Avec la déclaration en Indonésie plus ton SKD, tu seras protégé. Le SKD, document ultra important, je t'explique tout en détail juste après. L'exemple numéro 2, tu es français, tu t'expatrieras à Bali et tu vas ouvrir une PTPMA, donc une société en Indonésie. Tu vas donc créer cette société pour facturer tes clients. La société va payer l'impôt société en Indonésie et toi, en tant que résident fiscal, tu vas déclarer tes revenus personnels, donc salaire et dividendes. Pour rappel, avec une PTPMA, si tu as la bonne structure, c'est 0,5% d'impôt sur ton chiffre d'affaires les 3 premières années et toutes les dividendes qui sont réinvestis en Indonésie ne sont pas imposés. Sinon, il me semble que c'est aux alentours de 10%. Et avec le SKD, la France ne peut pas t'imposer, bien entendu. Tu as une société en Indonésie, tu vis en Indonésie, c'est normal que tu ne seras pas imposé par l'État français. Et enfin, le papier qui te protège si tu bascules résident fiscal indonésien. Ce qu'il faut savoir, c'est que avoir un NPWP, donc un numéro fiscal, c'est pas suffisant. Le vrai document clé, c'est le SKD. Donc le SKD, c'est l'attestation de résidence fiscale indonésienne. Avec ça, la France, elle peut plus t'imposer puisque c'est le document qui prouve que tu es résident fiscal en Indonésie et que tu payes tes impôts
en Indonésie. Il faut que tu fasses très attention de ne pas le confondre avec le SKT. Le SKT, c'est juste une preuve que tu es enregistré auprès du fisc indonésien, alors que le SKD, c'est l'attestation de résidence fiscale indonésien. Donc très important, si tu n'as pas ce document, tu risques de ne pas être protégé. Et bien entendu, pour obtenir ton SKD, tu dois déclarer tes revenus en Indonésie. C'est pas magique, hein, c'est normal. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ignorer le sujet fiscal, c'est prendre un risque énorme. Il y a des solutions, mais elles doivent être adaptées à ton cas. Si tu veux savoir exactement quelle est la bonne pour toi, il y a un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.